boulevard des opinions. Les journalistes de Soleil FM analysent l'actualité. Ce ne sera donc plus possible pour les agents de santé en service dans le public de continuer à servir dans le public et le privé. Cette décision prise en Conseil des ministres sonne le glas des navettes que font ces agents jusqu'au 30 août prochain. Ils devront choisir de servir, comme je le disais déjà, ou Dieu ou César, et passer cette date. Ce sera à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ainsi a parlé Patrice Talon, président de la République du Bénin. De concert avec ses ministres et parlant de ministres, Benjamin Rompati, le ministre de la Santé, hier a effectué une sortie en point d'orgue à cette décision prise en Conseil des ministres. Suivons ici, je dirais, l'intégralité de sa déclaration. L'offre de soins est assurée dans notre pays par un secteur public et un secteur sanitaire privé. Les centres de santé et hôpitaux publics sont animés par un personnel médical et paramédical, ainsi qu'un personnel administratif qui sont des fonctionnaires ou agents contractuels de l'État. L'article 9 de la loi 97-20 du 17 juin 1997 fixant les conditions de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales prévoit la possibilité d'autorisation d'exercice en clientèle privée pour les fonctionnaires de l'État. Mais force est de constater que le personnel du secteur public se retrouve la plupart du temps à exercer cumulativement des activités privées de soins, soit dans des structures privées formelles, soit par des pratiques médicales individuelles et à domicile, sans aucune autorisation préalable. C'est le cas notamment des praticiens hospitaliers ou hospitalo-universitaires qui consacrent peu de temps à leurs obligations dans les hôpitaux publics, obligations pour lesquelles ils sont pourtant rémunérés par l'État. Cette situation de double appartenance a de graves conséquences sur la qualité des soins dans nos hôpitaux publics, obligeant les patients à recourir par contrainte au service des mêmes praticiens indisponibles à l'hôpital, mais présents pour l'offre de soins en privé. Ainsi, le service public médical, qui, par principe, est un service d'intérêt général, est transformé en un service marchand par des voies détournées au mépris des règles d'éthique et de déontologie qui caractérisent la profession. Le gouvernement ne peut rester longtemps indifférent à ce dysfonctionnement aux conséquences très graves sur la santé de nos populations. Il urge que des mesures vigoureuses soient prises pour assurer une présence effective des professionnels de la santé, fonctionnaires ou agents contractuels, notamment les praticiens hospitaliers et praticiens hospitalo-universitaires dans les centres de santé ou hôpitaux publics. Pour assurer donc une meilleure disponibilité du personnel public affecté au service des centres de santé et hôpitaux publics, afin d'offrir des soins de qualité à nos populations, le Conseil des ministres, en sa séance du 25 juillet 2018, a décidé de suspendre toute délivrance d'autorisation d'exercice en clientèle privée aux agents publics, fonctionnaires ou contractuels et de révoquer celle en cours jusqu'à nouvel ordre. Les agents concernés ont jusqu'au 30 août 2018 pour choisir en toute liberté et sans contrainte entre se consacrer à leurs activités dans le privé ou rester au service de l'État. En tout état de cause, la date du 1er septembre 2018 marquera le début des contrôles sur toute l'étendue du territoire national. Toutefois, comme en dispose le décret pris à cet effet, les médecins anesthésistes réanimateurs, les infirmiers et les sages-femmes anesthésistes bénéficieront temporairement d'une dérogation du fait de la faible et quasi inexistante couverture parfois du secteur privé par ces corps qui constituent un maillon essentiel dans la chaîne de prise en charge médico-chirurgicale. Un arrêté de mon département ministériel précisera les modalités qui encadreront cette dérogation. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers journalistes, je voudrais donc en appeler au sens patriotique et de responsabilité de tous les professionnels de la santé, agents publics, pour le respect strict de ces décisions
qui sont des mesures visant à mieux organiser l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales dans notre pays. Je voudrais également rassurer toute la population béninoise des villes et des campagnes que le gouvernement veillera toujours, en tout temps et en tout lieu, à la primauté de l'intérêt général sur l'intérêt particulier. Ainsi, toutes les dispositions seront prises progressivement pour offrir à toutes et à tous des soins de qualité à moindre coût et accessibles, sans distinction de couche sociale, d'âge, de sexe ou de résidence. Vive un système de santé équitable, vive un système de santé au service de tous, vive le Bénin. Je vous remercie. Joël Tchokbe, vous avez écouté le ministre de la Santé. Un diagnostic a été posé, une solution, celle d'interdire désormais à des agents d'être du public et de servir aussi dans le privé. Il convient de faire remarquer que à l'aune de cette mesure qui a été prise il y a quelques jours seulement par le gouvernement, que contrairement donc au procès qui est habituellement fait à ce régime, à savoir que la plupart du temps on a l'impression que l'action précédait la réflexion, la tendance a été inversée. Pour vous dire que le Conseil des ministres, quand vous lisez un peu les termes utilisés dans le compte rendu, a clairement dit que c'est à l'issue d'un diagnostic durement fait du système sanitaire que le gouvernement a dû donc prendre une telle mesure. Ça veut dire que quoi? On a dû observer sur un temps donné les pratiques habituelles en vogue dans ce secteur. On a dû interroger, même si ce n'est pas de façon formelle, en entretien formel, les acteurs qui animent le tissu sanitaire de notre pays. On a dû certainement également pris le temps de discuter avec les patients que nous sommes, que vous êtes également, qui à des moments donnés, quand la santé ne répond plus, quand votre santé est en berne, vous avez des difficultés et que vous vous rendez dans des centres hospitaliers pour vous faire administrer des soins, ces personnes-là ont été en toutes circonstances ont été interrogées par les structures habilitées à le faire, par les acteurs qui animent aujourd'hui ce système-là. Alors, quand on a fini de faire ça, le diagnostic révèle que il y a eu des problèmes qui se posent dans ce secteur. On nous a dit qu'il y a un système de double appartenance, ça vous le savez déjà, ça fait déjà longtemps. Des médecins qui ont été recrutés, des acteurs du système sanitaire qui sont recrutés, qui sont payés aux frais de l'État, qui bénéficient des avantages liés à leur fonction, qui ont prêté serment de servir l'État en toutes circonstances et en tout lieu. Et quand on recrute des personnes qui sont nourries aux frais de l'État et qui doivent rendre service au nom de l'État, ma foi, je pense que obligatoirement, il faudrait à un moment donné mettre fin à ce régime de double appartenance où on retrouve à la fois des médecins qui sont dans le système qui évolue dans le privé, mais qui également ont des obligations dans le public. Moi, je n'aurais pas de problème si, malgré l'existence de ce régime de double appartenance, par exemple, on arrivait à donner priorité au secteur public pour lequel on a été engagé et pour lequel, premièrement, on est payé. Ce n'est pas de façon accessoire que vous êtes engagé. Mais le constat est quoi? Vous êtes également parents, je le sais, vous avez des cousins, des cousines, vous avez donc des parents et on ne le souhaite pas. Il arrive des moments où vous êtes amené à vous rendre à l'hôpital pour qu'on puisse vous administrer des soins de santé. Ça, c'est clair. Mais qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Vous avez un rendez-vous avec un médecin à 10 heures. Je ne dis pas que tous les médecins sont pareils, font pareil. Le rendez-vous à 10 heures, le médecin vient à 11 heures. Le médecin vient à 11 heures, quelle raison on vous sert? Il est occupé. Et quand vous cherchez très bien, vous vous rendez compte qu'il a pris tout son temps pour d'abord régler les problèmes dans sa clinique, dans son cabinet privé, avant de pouvoir maintenant se déplacer vers le centre public pour vous recevoir. Ou la plupart du temps, vous avez des services qui sont disponibles, des centres qui sont disponibles et le matériel disponible pour qu'on puisse prendre en charge des patients. Mais qu'est-ce qu'on fait?
il y a ce qu'on appelle dans le système sanitaire le réseautage. Pas des truchements bizarres, pas des rapports bizarres, je ne veux pas en parler. On oriente le patient dans d'autres cliniques, dans d'autres centres. Et avec tout ça, la mesure prise pourrait juguler ces comportements. Je pense que, comme on le dirait, tout système structurant présente toujours des failles. Autrement dit, même si le gouvernement prend une telle mesure, on ne peut pas crier victoire, mais je pense que c'est la mise en œuvre. C'est déjà un début de solution. Mesure, selon vous aussi. Bien sûr, je trouve que on en avait besoin au Bénin parce que il y a longtemps, l'état des lieux n'était pas en faveur des populations, disons des patients. Joël l'a dit, il avait comme tout un système qui était enraciné. Vous trouvez les collaborateurs des médecins, par exemple, qui faisaient tout, n'est-ce pas, pour orienter les patients vers ces cabinets privés, ces cliniques-là, où carrément on simule une panne sur les appareils, les installations. Donc, vous n'allez pas aller jusque-là, à le prêter. C'est l'état des lieux. Donc, restez tranquille. On simule une panne. On simule des pannes. On vous dit, tel appareil s'est tombé en panne. Si vous allez dans telle clinique, vous allez pouvoir faire votre examen et puis vous nous ramenez les résultats. Donc, je dirais, je vais m'entendre avec le médecin. Il est ici, lui aussi, il travaille ici, mais je vais m'entendre avec lui et on va vous faire ça rapidement. Ça arrange et c'est contre ristourne. Et ça, c'est connu. Vous n'êtes pas sans savoir, n'est-ce pas, que le gouvernement, au début donc de sa réforme dans le système sanitaire, pour, comment ils ont appelé ça, mise en affermage. Voilà. Ils avaient entre autres évoqué cette raison-là que, eh bien, les centres de santé étaient dépiécés. Donc, il avait des appareils carrément que le gouvernement achetait qui se retrouvaient dans ces cliniques-là. Donc, l'état des lieux, à tout point de vue, n'était pas en faveur des populations, n'était pas en faveur des patients. Et puis, même la loi avait déjà prévu ça, avait réglé ça. En principe, il n'y a pas de double fonction. On ne peut pas être dans le privé et être... mais je crois que c'est le gouvernement qui lui-même, à un moment donné, a également permis ça à travers... Donc, oui, cette loi, la loi numéro 97-020 du 17 juin 1997. Voilà. Et donc, on l'a permis à un moment donné, ça a été instauré. Moi, je pense que, passer ça, il faut voir, n'est-ce pas, les retombées d'une telle décision. Les retombées, c'est quoi? Les gens se sont installés, ont pris goût. Et effectivement, l'état des lieux également, il faut le dire, c'est que les agents de santé, notamment ces médecins, ne sont pas payés à la hauteur de la tâche. En tout cas, quand on prend le système sous-régional, les Béninois sont mal payés comparé à leur paie de la sous-région. Et ce manque-là, ils vont le chercher justement dans le système privé à travers leur propre installation. Donc, moi, je me rappelle, on a reçu sur ce plateau il y a quelques mois ces médecins contractuels du CNHU, médecin chirurgien qui était payé 400 000. Il a révélé ici 400 000 le mois après sa spécialité. Et ces 400 000 là ne tombaient même pas régulièrement. Donc, ils étaient obligés, n'est-ce pas, de venir encore au micro pour... Quand l'état des lieux, c'est ça, ça n'incite pas, n'est-ce pas, à rester fidèle à l'État. Donc, ce qui va se passer, sans doute, c'est que vous allez voir des gens choisis. Et beaucoup, pour s'être enracinés dans le privé, pour ceux, en tout cas, pour qui cela marchait, ils vont abandonner la fonction publique et s'installer résolument maintenant dans leur propre cabinet et continuer. C'est sans doute ça que l'État a mesuré. Je veux dire, j'espère que l'État a mesuré également ça. Dans quelle proportion il aura ça, je ne sais pas. Maintenant, est-ce que l'État a les moyens, n'est-ce pas, de contrôler réellement? Parce qu'il aura comme une réadaptation, n'est-ce pas, à la nouvelle donne. J'en trouve pas qu'il aura comme une réadaptation. Vous allez voir, telle personne, puisque tout s'écrit, hein, c'est juste un papier qui règle tout. Même si je viens là, vous ne disposez pas de là où je vais passer mon reste du temps quand je quitte l'hôpital. Et donc, vous allez voir, c'est des jeunes qui vont être cooptés, les jeunes qui viennent donc de terminer leur formation, qui ne sont pas encore
dans la vie professionnelle. Donc, ils vont être appelés à passer donc leur nom à la tête de ces cliniques. En tout cas, ils vont s'adapter à travers les textes. Et le problème, d'une manière ou d'une autre, pourrait continuer. Donc, je ne sais pas si le diagnostic est allé jusque-là à prévoir, n'est-ce pas, à cette réadaptation, quelle réponse il faut apporter. Sinon, on ne serait pas encore à la fin du problème. Lido, dis-nous, les agents de santé, ce n'est quand même pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans les services publics. Quand il descend, un agent, et qu'il a son jour de repos, est-ce qu'il n'est pas libre de chercher à mettre ce jour de repos au service d'une clinique qu'il aurait sollicité? Vous savez, la santé s'organise autrement. Je vais demander à la régie de vous permettre d'être vraiment entendu de nos auditeurs. D'accord. Je disais que la santé, c'est régi par des normes. Quand vous allez en France, par exemple, le médecin qui exerce à domicile a dit son travail, sa profession, c'est ça, exercer la médecine à la maison. Vous ne verrez pas ce médecin-là forcément dans les hôpitaux. Les médecins de famille, c'est une catégorie, c'est-à-dire c'est une catégorisation. Vous êtes journaliste, je vous pose la même question. Pourquoi vous n'êtes pas à l'ORTB? Et pourquoi le journaliste de l'ORTB, quand il finit à l'ORTB, il ne vient pas à Soleil FM pour... Nous, dans notre profession, il a dit, vous ne pouvez pas travailler en même temps sur des médias d'une certaine catégorie à la fois. Mais ici, il y a une loi qui autorise, qui fixe les règles. En son temps. Maintenant, ça vient, on vient avec un décret pour changer. Parce que la pratique, je ne vais pas revenir sur le diagnostic. Pour vous qui êtes bien attachés aux questions de droit, est-ce qu'un décret pris en Conseil des ministres peut révoquer une mesure qui établit une loi, la loi numéro 97-020 du 17 juin 1997? Est-ce qu'avec ce décret, on peut dire, on a mis fin au... Bon, il y a la loi et il y a des décrets d'application. Il y a la loi de façon générale, mais on peut être spécifié par des décrets d'application. Les décrets d'application ne viennent pas dire le contraire de la loi. Ne viennent pas dire le contraire. C'est vrai, pour mettre sur la balance, il faut forcément une loi pour modifier une loi. Et quand vous prenez la norme, le décret est en dessous de la loi. Maintenant, quand dans ce contexte-là, peut-être compte tenu du diagnostic, peut-être compte tenu du fait qu'on veut aller vite avec les réformes. Il y a donc des cas particuliers dans lesquels on peut prendre un décret pour limiter les effets d'une loi. Voilà qui a été pris déjà. Est-ce que nous ne sommes pas dans l'irrégularité en quelque sorte là? Je ne dirais pas d'irrégularité. L'urgence sociale nous amène à tolérer cette entorse qui est portée. Parlons plutôt de tolérance. Parlons plutôt de tolérance parce que ici, il n'y a rien de revenir. Les juristes bien avertis pourront faire ce débat avec vous. On ne prend pas une note de service pour venir abroger ou faire autre chose à un arrêté. Ça ne se fait pas. Mais pourtant, au bénéfice, on tolère qu'un décret pris en Conseil des ministres limite le champ d'application du loi. Voilà le champ d'application. Voilà le diagnostic. Mais je suis entièrement d'accord qu'on puisse faire la part des choses. Tel que ça fonctionne au Bénin, ce n'est pas tellement juste envers les patients. Joël parlait de 11 h. Vous avez rendez-vous avec un médecin qui est censé là à 8 h, il vient à midi. Et quand il vient à midi, il vient avec encore le reste des patients qu'il n'a pas pu recevoir dans son cabinet. C'est d'abord eux, après qu'on pense à vous. Il prend 5 et te dit, c'est fini. C'est bon, ça fait à demain, vous reprenez. C'est un vrai problème. Mais moi, je pense, ceux qui sont des spécialistes, qui ont eu le temps de se faire un nom dans le métier, ils vont choisir d'aller dans le privé. Parce qu'ils ont le plateau technique qu'il faut, ils ont tout ce qu'il faut. Ils vont aller dans le privé. Et là, ils vont gagner leur expérience. C'est-à-dire, ils vont finir par signer un contrat avec l'État pour dire chaque chirurgie que je pratique, tu me paies. Là, on aura un secteur privé entièrement à part, un secteur public à part. Si l'État voit le nombre de médecins qu'il a et pense que je n'ai pas la ressource pour faire le travail, l'État non seulement peut-être sera obligé de mieux former pour ces hôpitaux ou carrément d'aller négocier des médecins pour les hôpitaux publics. Du coup, les médecins du privé seront en contrat avec le public.
Parce que le médecin béninois est sous-payé. Pendant ce temps, la clinique qui engage le médecin, qui devient donc l'employeur du médecin, est-ce que la clinique n'est pas en droit d'interdire à son médecin désormais d'aller dans le public? Puisque c'est elle ça dépendra qui est devenue maintenant l'employeur. Bon, très souvent, c'est pas vous et moi qui nous levons un jour pour dire, bon, nous allons créer une clinique. Non. C'est comme créer une université privée. Et si ce n'est pas que la création, ce n'est pas que ceux qui ont des cliniques, il y a ceux qui ont des cliniques, il y a ceux qui interviennent dans les cliniques. La mesure est étendue jusqu'à ceux qui interviennent dans les cliniques. Vous pouvez ne pas avoir de clinique et être agent de santé du public. On vous dit, non, n'allez plus dans le privé pour servir. En tout cas, si vous choisissez. Ils auront à choisir. Il y aura des personnes qui vont rester. Quand nous parlons de façon générale, il y a des banques publiques, il y a des banques privées. Il y a ceux qui sont résolument dans le privé. Ils n'ont pas cette marge de manœuvre d'aller de l'autre côté. Et si on peut aussi gérer la santé comme ça, vous faites l'option de rester dans le privé, le secteur privé à part. Il y a des milliers de travailleurs dans le secteur privé qui font peut-être pratiquement les mêmes choses que ceux qui sont dans le public. Donc, on fait un choix. Soit je reste dans le privé. Celui qui crée une clinique, d'abord, forcément, selon les tests, une personne lambda ne peut pas créer une clinique. Ce n'est pas comme toute entreprise. Une personne lambda ne peut pas créer un laboratoire ni tout ce que vous voulez. Forcément, il y aura des qualifications. Il faut forcément que celui qui aura à créer ces structures-là soit peut-être du domaine de la santé. Si c'est la prestation, c'est de la gynécologie, forcément, on aura besoin d'un médecin gynécologue. Donc, d'abord des professionnels. Vous pouvez apporter les moyens si vous avez les finances. Ce serait des sociétés privées. On fait purement du privé. Et l'État garde ses fonctionnaires pour ceux qui vont continuer par rester. Ça va obliger non seulement l'État à mieux former, à beaucoup plus former pour le public, et ça viendra renforcer la qualité de la prestation. On ne va pas détourner les clients. Donc, le patient a le choix. Compte tenu de mes moyens, je peux aller dans un centre de santé public ou je vais dans un centre de santé Parfois, Alphonse Moïsoudé, la question, ce n'est pas qu'on a choisi. C'est qu'on sait que dans le privé où on va, on a un plateau technique qui pourrait répondre favorablement. Alors que dans le public à côté, on sait que le plateau est défaillant. Je vais vous donner un exemple très simple que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. Quand vous avez des malformations au niveau de vos yeux, l'appareil qui permet de vous faire les soins n'existe pas dans le public. N'existe pas dans le public. Il n'y en a pas. Vous êtes... Je l'ai fait, ma fille l'a fait. Dans votre... Non. On est allé dans un centre public pour faire les soins. On a constaté qu'il y a une malformation sur l'œil. Il faut aller soigner. Et il y a un seul centre à Cotonou qui soigne ça. Et c'est privé. Peut-être que ce n'est pas dans un centre public à Cotonou et que c'est quelque part quand même au Bénin. Non. Et quand vous allez dans ce centre... dans tout ce Bénin, c'est quand vous allez pas dans un public. Quand vous allez... Si vous allez chercher, vous êtes sûr qu'au CNHU, en principe, il y a un service pour ça, mais l'appareil est gâté. Ok. Donc, et quand vous allez dans un centre privé, là, quand on vous dit de venir à 7 heures, vous allez en retard, c'est que vous allez revenir une autre fois. Parce qu'il y a du monde. Mais je dis, cette décision que l'État est en train de prendre, je vais l'assimiler un peu à l'enseignement. Parce qu'il y a des secteurs où on ne peut pas interdire des essais dans le privé comme dans le public. Le jour où l'État va décider, par exemple, il va demander aux enseignants de choisir d'être ou dans le privé ou dans le public, il y a des collèges qui vont fermer. Et c'est ce qui va se passer au niveau d'un certain nombre de centres. Ces collèges qui vont fermer seront des collèges privés. Parce que l'État, pour le moment, est le meilleur employeur, même des vacataires. Ok, mais l'État, les privés, certains privés vont fermer. Forcément. Et là, on sait que si les gens vont dans le privé, c'est parce qu'au niveau du public, il n'y a pas la qualité. Il n'y a pas la qualité. Vous allez dans des centres publics où vous payez 1 000 francs, 2 000 francs pour la consultation. Vous êtes là assis sur le banc. Peut-être vous passez toute la journée, on ne vous prend pas. Vous rentrez chez vous, revenez le lendemain. Mais dans le privé, où je sais que je paye et on a l'obligation de me soigner. Pour moi, le problème ne se pose pas. Les gens vont faire le choix. Et je crois que les confrères l'ont dit ici, les gens vont faire le choix et c'est l'État qui va perdre. Parce que dès que ceux-là vont rejoindre le privé, les frais vont augmenter. Et dès que l'État, parce que l'État n'a pas tous les spécialistes, dès que l'État va vouloir solliciter les spécialistes, la facture sera salée. Et l'autre problème, c'est que l'État alors doit pouvoir mettre les moyens à disposition pour équiper le centre de santé, pour former des spécialistes. Moi à mon avis, j'aurais aimé qu'on fasse d'abord
qu'on arrange le plateau technique, qu'on forme les spécialistes. Maintenant, l'État peut dire, j'ai suffisamment de médecins, j'ai suffisamment de spécialistes, vous ne pouvez plus jouer sur 2 tableaux. Ou vous êtes avec moi, ou vous êtes dans le privé. Et là, on va comprendre. Parce que si les spécialistes dont on parle, si eux tous, ils choisissent d'aller dans le privé, qu'est-ce qui va se passer dans le public? Qu'est-ce qui va se passer dans le public? Il y a des coins du Bénin où la sage-femme, elle est dans le privé, mais dans le public, il n'y a pas de sage-femme. Mais quand il faut préciser qu'il y a une mesure dérogatoire qui est prise en faveur de médecins anesthésistes, réanimateurs, les infirmiers, les sages-femmes anesthésistes qui, donc, bénéficiant de cette dérogation, pourront continuer à servir. Donc, quand ça va se passer comme ça, si désormais les sages-femmes disent nous, on ne veut plus exercer, nous qui sommes spécialistes et que nous sommes dans le privé, on ne veut plus composer avec l'État, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je suis d'accord qu'on limite, mais il va falloir prendre des dispositions. Est-ce que les conditions sont remplies pour que d'ici à la fin du mois, qu'on puisse dire désormais, vous faites le choix? C'est pas possible. Pour certaines spécialités, pour certaines maladies, il n'y a pas de spécialistes dans le public. Il n'y en a que dans le privé. C'est vrai que la première expérience que j'ai connue quand je suis allé au CNHU pour me faire arracher une dent, on a constaté que je devais en arracher 3. Et le médecin m'a arraché une dent au CNHU. Il m'a dit, écoute, la prochaine fois, tu viens dans mon cabinet. Il m'a indiqué son cabinet, il dit, il me reçoit à 19h. Mais l'autre question que je me pose, est-ce que les médecins sont obligés de... Il y a un certain quota horaire qu'il faut exercer par jour. Si je finis d'exercer mes heures, qu'est-ce que je fais? Je vais dormir chez moi. Je ne vais plus faire valoir ma compétence. Je ne vais plus aider d'autres personnes. Est-ce que si je dois faire par exemple 10 heures... L'État est désormais jaloux de... Non, ce n'est pas question de jalousie. C'est comme on dit au niveau de l'enseignement. On dit, vous êtes professeur certifié, vous avez 18 heures. Vous êtes professeur adjoint, vous en avez 20 heures. Vous en avez 20. Maintenant, si j'ai fini de faire mes 20 heures pendant la semaine, je ne vais plus exercer quelque part, je vais rester à la maison. Est-ce que l'État peut réellement payer? Non, en quelque sorte, on peut le dire, Joël, là, l'État sait que si vous finissez, c'est votre jour de repos. Quand vous allez vous reposer le lendemain, il pourrait vous avoir plus en forme pour faire le travail. Joël, j'allais vous le dire, j'allais vous demander tout à l'heure, avant de venir en plateau, je parlais avec un médecin qui me disait, citez-moi 2 hôpitaux du Bénin ou 3 dans lesquels vous allez trouver des groupes électrogènes. Quand il y aura coupé, il y aura un groupe qui prendrait automatiquement. Il me faisait comme un état de lieu pour nous dire qu'il y a un travail préalable à faire. Est-ce que l'État s'est rassuré de la disponibilité du matériel et de la disponibilité du personnel aussi? Parce qu'on dit jusqu'au 30 août. Et le 1er septembre, déjà, on ne commencera pas à faire le contrôle. Si au 30 août, un médecin fait un choix, et le 1er, on va sur le terrain, on constate qu'il est dans le privé, pendant ce temps, le poste qu'il aurait laissé dans le public, qui l'occuperait? Les patients qui attendraient seront soignés par qui? Non, mais il faut reconnaître que les thèmes qui ont été utilisés par le gouvernement sont extrêmement... expressif. C'est un ton ferme qui a été utilisé. Le gouvernement, une fois comme j'ai coutume de le dire, et quand vous élisez un chef d'État, il est le chef de l'État, il est le président de la République, il dispose de la politique, encore une fois, sanitaire du pays. C'est lui qui décide. Avant de décider, s'il ne faudrait pas préparer le terrain pour que la décision prise n'ait plus d'inconvénients que d'avantages. En l'état actuel de la question, ni vous et moi ne pouvons répondre à cette question parce que la mesure a été prise ou bien on a annoncé cette décision là seulement le mercredi dernier. Quand on a annoncé cette décision, on pourrait peut-être s'interroger, comme vous le faites déjà si bien, pour dire mais est-ce que les mesures ont été prises en amont pour faciliter la mise en œuvre de cette mesure-là, bien de cette décision. Mais dans le même temps, je pense que actuellement, on n'a pas les éléments qu'il faut pour analyser la question de cette façon-là. Le gouvernement n'a pas communiqué pour le moment essentiellement sur ces raisons-là. Après le délai fixé, on constate que bon, nous avons 20 médecins dans le public actuellement. Et puis, le 30 août, 19 parmi eux ou 15 parmi eux choisissent de rejoindre le privé. Ils ont abandonné une place. Il faut recruter. Il faut du temps pour que ceux qu'on recruterait puissent rejoindre les postes et remplacer ceux-là. Je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi je vous disais que tout au moins, nous avons l'obligation d'encourager le gouvernement dans cette dynamique-là. Le diagnostic, il est clair. Et quand on pose un diagnostic, quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, le médecin qui veut vous soigner,
pose un diagnostic et c'est après ça qu'il définit la thérapie. C'est ce qui se passe et je pense que c'est une action logique. Le gouvernement fait un diagnostic, trouve qu'il y a un dysfonctionnement à un niveau donné et après cela décide quand même d'appliquer une solution. Il peut se tromper, mais on ne peut pas le faire le procès en l'état actuel d'avoir quand même tenté de régler un problème. Dans la mise en œuvre de la décision, et c'est là où on peut commencer par voir les failles de la mesure. Et c'est en évaluant la mise en œuvre de la mesure prise par le Conseil des ministres que s'il y a des réajustements à faire en cours de route, on pourra donc redéfinir peut-être rabattre des cartes comme on le dit et voir si il faut peut-être encore étendre la mesure dérogatoire qui est prise pour le moment pour les anesthésistes et tous les sages-femmes et les infirmières par ailleurs. S'il faut l'étendre à d'autres corps, on va le faire. Mais c'est déjà une approche de solution qui a été apportée et il ne sert à rien pour moi pour le moment d'alarmer donc le peuple béninois pour rien. Attendons de voir quelle sera donc la préférence. C'est vrai que Nelly trouve déjà que cette préférence-là irait plus vers le privé. Mais quand je vois un peu la sociologie du Béninois, le rapport que le Béninois entretient avec la fonction publique, encore dans notre pays, le Bénin, je ne donnerai pas ma tête à couper pour dire la préférence irait directement pour le privé. Le Béninois, la conception que l'on se fait du travail, c'est d'abord, quand on est avec l'État, on a tout au moins une certaine assurance de faire tout au moins les 30 ans, de faire tout au moins les 40 ans ou bien plus pour certains corps particuliers. Maintenant, si je mets ça dans la balance, je dis, bon, les médecins qui vont voir les dividendes, les profits qu'ils engrangent dans le privé, étant peut-être employés dans le privé. Là-bas, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas peut-être de... Non, il y a de retraite. Non, il y a les pensions. En quelque sorte, si on cotise pour vous à la Caisse nationale de sécurité sociale, alors que dans le bleu, c'est pas la publicité à ces privés-là qui ne veulent pas respecter les tests. Ça, il faut le dire. Si l'informel a pris le pas et qu'on ne veut rien régulariser, même si vous êtes dans le privé, il y a des règles qu'il faut suivre. Mais si au Bénin, on ne le fait pas, il ne faut pas faire la mauvaise publicité pour ces personnes-là. Il faut les inviter plutôt à se conformer aux tests. Maintenant, je pense que aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est le contrôle. C'est le contrôle, mesure préalable, je ne pense qu'il faut laisser le gouvernement appliquer. Mais c'est le contrôle que l'État devra déployer. Et si quelqu'un quitte l'hôpital à 18 h, la plupart du temps, on vous reçoit la nuit. Est-ce que l'État va faire... Est-ce qu'on aura un État policier? Vous ne connaissez pas la mesure, le dispositif, en tout cas les secrets de ce que le gouvernement pourrait faire. Et vous me revenez sur la question. Virgile avançait, selon Joël, oui, le public, il y a des avantages, le privé, il y a des avantages. Mais quand on sait qu'aujourd'hui, même à la tête du pays, c'est comme si la fonction publique, en tout cas l'agent du public est défaillant. Et on a fait la politique de mise en affermage, mise en concession parce qu'on se dit que le privé sera efficace et qu'on demande à l'agent de santé de choisir entre le public et le privé. Cet agent qui sait que dans le privé, il a plus de plateaux techniques que dans le public, est-ce qu'on ne risque pas, au bout de ce délai, de se voir surpris de constater qu'il y en a certains parmi eux, plusieurs peut-être, qui choisiront d'aller dans le privé? C'est une réflexion à faire en amont par l'État, en principe. Je n'ai pas l'impression... Vous savez, on parlerait de question de méthodologie. On dirait que si l'État devait attendre, n'est-ce pas, que nos hôpitaux soient construits, que les plateaux techniques soient arrangés et qu'il y ait plus de spécialistes, s'il faut attendre tout ça, peut-être on n'y passerait jamais. Et ce n'est pas faux. Cela dit, on ne mesure pas, certainement, même l'État ne mesure pas, n'est-ce pas, l'étendue de l'érosion quand, au 1er septembre, n'est-ce pas, les gens vont effectivement faire le choix. On ne mesure pas dans quel Bénin sanitaire on va se réveiller, n'est-ce pas, quand ça va être suivi, ce décret-là, son application, ça va être suivi, on ne sait pas. Et ce serait là tout le mal parce que, vous risquez, n'est-ce pas, d'avoir peut-être un texte, un décret qui ne serait pas appliqué parce que, visiblement, s'il faut y passer, vous voyez qu'on va vider peut-être le secteur sanitaire public, je dis peut-être n'importe quoi, ou alors on verrait que, il a telle difficulté, telle chose qui ne s'était pas allumée au départ. Est-ce que ce n'est pas en pensant à tout ça que l'État a vu que dans un domaine, il pourrait y avoir problème et a donc décidé d'accorder dérogation
à ces corps-là dans lesquels on pourrait assister à une ruée vers le public ou le de mon point de vue, même la dérogation est une faiblesse. C'est une faiblesse de l'option. Pourquoi? Parce que, on dit quoi? La dérogation, c'est pour les anesthésistes. Bon, disons, les anesthésistes, pour la plupart, ils sont dans les hôpitaux. Les sages-femmes, les infirmières. Mais ça, c'est le personnel, notamment des villages. Effectivement, dans les milieux ruraux, il y a ce problème qui se pose par rapport au public. Mais en même temps, disons, une localité où on a pu avoir une sage-femme du public, son cabinet privé, sa clinique ne doit pas être loin, n'est-ce pas, de là où elle exerce. Donc, pour moi, ce n'était pas tout à fait une solution non plus. Et si, à la difficulté, il va falloir reculer pour écrire encore, prendre d'autres dérogations, vous comprenez qu'on est en train de faire une reculade et qu'on ne serait pas à la solution. Donc, attendons. Il n'y aura jamais une solution meilleure. Il faut appliquer ça et voir ce que ça va donner et peut-être ajuster. Mais effectivement, quand vous prenez l'état des lieux, le secteur public, avec les problèmes qui y étaient déjà, vous savez qu'on sort d'une grève, sort d'une confrontation, avec à la clé donc cette interdiction d'aller en grève dans le secteur. Sans doute les acteurs se diraient que trop c'est trop, que on ne leur permettait même pas, parce que là c'est carrément le suicide. Ils n'avaient pas les conditions, on ne les accompagnait pas comme il se devait en matière de salaire, de prime. On leur arrache, n'est-ce pas, la possibilité de revendiquer. Et donc moi je crains que le contexte soit favorable à cette comment on appelle cette exode-là vers le privé. Parce qu'on verra que décidément l'État c'est le couteau à la gorge désormais pour les agents de santé. Et bon, conséquence, malgré ce que dit donc Joël, et je suis d'accord avec lui que on a l'impression que le public ça a plus de sécurité. Mais en même temps, exercer dans le privé, notamment pour ça, c'est une entreprise, comme toute autre entreprise, est une entreprise rentable parce qu'elle n'a rien à faire pour échapper vraiment à la maladie quand elle doit venir. Nelly de Dino, en écoutant certains praticiens qui disaient que, bon, voilà, ce qu'on est en train de dire, la mesure prise, on prend cette mesure à une époque où on n'a plus la possibilité de revendiquer, de nous faire entendre, de chercher à aller en grève pour faire pression pour que l'État comprenne que bon, cette mesure présenterait plus d'inconvénients que d'avantages. Et il disait, nous subissons. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, nous ne se retrouverons pas à choisir, effectivement, et à rester soit dans le public, soit dans le privé, et plus encore dans le public? Oui, c'est en cela que la loi serait lourde à porter pour les Béninois. Parce que nous sommes dans une situation où, surtout les spécialistes, c'est-à-dire ceux qui sont les pros, quand je dis pros, c'est-à-dire ceux qui ont déjà vraiment une carrière, qui ont un nom, compte tenu du travail qu'ils abattent tous les jours, qui ont une clinique qui se porte à merveille, vont faire le choix. Parce que, Vigile l'a dit tout à l'heure, c'est une entreprise. Et ceux qui ont des projets, un jeune médecin qui est arrivé depuis 3 ans, 4 ans, te dit, bon, est-ce que c'est dans ces situations que je vais évoluer? Je ne me vois pas. Pour l'initiative de faire appel peut-être à une banque pour dire, bon, moi je veux créer ma structure, ma clinique. Mettez-moi les moyens. Je suis solvable. On va amortir les fonds. Elle dit, la loi serait lourde. D'abord, quand ils vont faire l'option de rester dans le privé ou d'aller dans le privé, forcément, il y aura ce qu'on appelle départ volontaire. Du coup, est-ce que l'État, dans le budget exercice 2018, a prévu de l'argent pour payer ceux qui partiront du public? Ils auraient démissionné, ce serait une démission, ce ne serait pas un départ volontaire. Vous aurez démissionné, l'État constaterait que vous avez démissionné d'office. Non. Et ce ne serait pas non, du départ volontaire. Ce ne serait pas une démission. Elle dit, vous leur donnez la possibilité de choisir de partir. Ce n'est pas une démission. Vous leur avez dit, vous décidez de partir. C'est un choix. C'est un choix. Ceux qui partent choisissent de partir. Est-ce que l'État a prévu... Entre-temps, je crois, quand on a dit départ volontaire, on a mis les conditions à la disposition. On a dit, mais voilà ce qu'on vous propose si vous décidez de partir. Mais maintenant, on n'a jamais dit ça. On a dit, vous choisissez. Non, mais vous ne pouvez pas demander à des gens
qui travaillent pour vous de partir Non, sans... ce qui va se passer, c'est qu'on a estimé que exercer dans le public et le privé à la fois, c'est une faute qui mérite votre radiation. Donc c'est ce qui va Non, se c'est pas passer. une faute. On a dit qu'il y a une loi qui existe, qui fixe les conditions. Si c'est institué et que vous enfreignez à cela, la conséquence est quoi? La conséquence Non. Vigile, la loi avait autorisé La cela. loi avait autorisé. Elle a autorisé. Maintenant, Alors, si je vous veux devez pas le partir, verser dans le c'est public, que vous me payez les dommages et intérêts. Tranquillement. C'est tout simple, c'est comme un C'est la loi licenciement. qui a instauré cette double appartenance-là. Donc c'est un choix. Si je fais le choix d'aller dans le privé, vous me donnez mes droits. En fait, c'est une bataille judiciaire qui Qui va commencer. Qui pourrait. Qui va pourrait, commencer, ouais. pour ceux qui vont partir. Et je dis, ce serait, pour la plupart du temps, les spécialistes, les gros spécialistes, ceux qui ont déjà un nom. Peut-être ceux qui viennent de venir, ceux qui sont pratiquement au bas de l'échelle, que le salaire n'est pas aussi, ou bien leur niveau ne peut pas leur permettre d'avoir une clinique, vont rester. En attendant d'avoir aussi leur clinique. En attendant d'avoir leur Encore qu'avec le décret, on a dit, on met fin, pour le moment, aux agréments qu'on accorde, allant dans ce sens. Mais ce qui, au fait, le gouvernement a son agenda. Alphonse Moïsouli. N'oubliez pas Oui, qu'il y a vous la savez ce qui fameuse se qui est passe. là. Si vous prenez du recul, on est en train de nous préparer à l'affermage. C'est tout. On est en train de nous préparer à la mise en concession. Ça veut dire quoi? Que dès que l'État va constater qu'il y a beaucoup de spécialistes, beaucoup de médecins qui sont allés dans le privé, On va l'État faire appel à OK, d'autres on va personnes. faire appel à d'autres personnes. On va Ça, confier la gestion de nos hôpitaux à des privés pour de meilleurs soins. Donc, on nous prépare déjà à l'affermage, on nous prépare déjà à la mise en concession parce qu'on a dit la mise en affermage permettra à Mais l'État là, de mieux l'État s'occuper se des malades. contredirait. Parce que si on met les hôpitaux en affermage, ce qui veut dire on va faire appel à des privés pour venir travailler dans les mêmes structures publiques. Les mêmes structures publiques. Tout à fait. Alors qu'on venait c'est- d'exiger. Et ces privés auront l'obligation de résultat au niveau du public. Merci, c'est Parce que là c'est la quoi? différence. Parce que dans le public, Un médecin disait tout à l'heure que dans le privé, quand quelqu'un vient se confier à vous, il disait que c'est vous qui avez la responsabilité, vous réussissez ou c'est vous, votre nom qui sortirait. Alors que dans le public, il y a plusieurs médecins qui sont là, on peut se dire, on peut se montrer la un peu. mise en affermage ou en concession, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont hériter des centres de santé ont l'obligation de résultat. Ça veut dire quoi? Ça ne sera plus la même chose. Parce que dans le public, quand vous y allez, il y a plusieurs personnes. Personne ne se sent responsable de vous. Maintenant, dès qu'on va mettre en affermage, l'État a choisi des structures pour gérer désormais les centres de santé. Et il n'y a pas question qu'on nous dise on n'a pas le matériel. Il n'y a pas question qu'on nous dise il n'y a pas de spécialistes. Donc l'État est en train de nous préparer. Je dis, mais ce qui va se passer à partir du 31... Ce qui août, pourrait se passer, on ne va pas dire ce qui va se passer. Non. On reste dans non, l'éventualité. je ne de dis ce qui pas, pourrait arriver. l'État a fixé une date butoir, 31 août. 30. 30 août, ok, à la fin du mois. C'est-à-dire, même avant qu'on ne trouve d'autres personnes, il y aura quand même il y aura un vide qui va se créer. Et je dis, et je le répète, moi, à mon avis, l'État aurait pu mettre à disposition les moyens. Parce que quand vous prenez les Béninois, dans leur globalité, il y a combien de Béninois qui peuvent se lever pour dire, moi, je suis malade, j'irai me soigner dans un centre privé. Il y a combien de Béninois? Sur 10, à peine vous aurez 2 qui iront dans les centres privés. Les 8 autres vont dans les centres publics parce que là-bas, tout est moins cher. C'est qu'on appelle, c'est pour tout le monde. Mais dans le privé, Tout est moins cher, la mort aussi, de l'autre côté. tout à fait. La mort aussi est moins chère. Puisque c'est banal, comme vous dites, dans un centre de santé public, qu'on n'a pas d'oxygène. Mais quand je vais dans le privé où je vais chèque en main, je vais avec mon chéquier, on n'a pas le droit de me dire que ce que j'ai ne se trouve pas là-bas. Donc il va falloir que l'État prenne ses responsabilités. C'est vrai que cette double appartenance, à un moment donné, a desservi l'État, a desservi la plupart de nos populations. Maintenant, si on veut corriger la chose, il faudrait qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Il faudrait qu'on fasse le nettoyage. Il faudrait qu'on dise qu'est-ce que nous avons à faire. Pourquoi les gens y vont? Parce que d'ici à là, qu'on dise aussi que dans le secteur de l'enseignement, vous ne pouvez plus être enseignant permanent de l'État et exercer encore dans le privé, c'est qu'on va obliger les privés à fermer les écoles. Non, moi je pense que le gouvernement, en se précipitant, encore une fois, s'est pris les pieds dans le tapis parce que ce qui va se passer, moi j'assure mon temps, ce qui va se passer, c'est que Vous êtes devant. au 30
au 30 août, personne pratiquement n'aurait démissionné. Et parce qu'il serait bête de démissionner de parti volontairement, justement. Parce que l'état des lieux, enfin, les textes juridiques ne sont pas en faveur de l'État. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, imposer avec le décret de gommer des dispositions de la loi. Et ça, c'est très simple, ça va se régler devant les tribunaux. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Les gens ne partiraient pas. Et bon, ben, ce serait donc à l'État de parcourir les cliniques, les centres, les cabinets privés, voir qui sont ceux qui servent à la fois l'État. Il l'a dit, le ministre de la Santé l'a dit, dès le 1er septembre, on commencera à faire le tour du terrain. Justement, ça va être plus compliqué. C'est là la précipitation qui, chaque fois, n'est-ce pas, émaille les copies, donc les décisions du gouvernement. Vous voyez, on me dira que c'est ça, c'est pas le gouvernement, la suppression de l'essence paillot. Il faut parcourir le Bénin entre... D'accord, parce que nouveau ça marche. On peut faire analogie. L'État n'a pas attendu qu'il y ait suffisamment de stations sur le territoire national avant de dire ben, on lutte contre le paillot. Mais en même temps, l'État n'a pas attendu que le plateau technique soit plus fourni. Le ministre de l'Intérieur dit ben, nous on est venu voir le paillot, on n'est pas pour, mais on n'est pas contre non plus. Voilà. Et donc l'État est revenu depuis là-dessus. Parce qu'il n'avait pas les stations, on n'a pas prévu. N'est-ce pas, l'état des lieux. Ça pourrait être stratégique. Vous savez que lutter contre le paillot aux portes des législatives, ça peut faire des saignées. À la porte des législatives, là, les communales, et après les communales, l'analogie que vous trouvez, et on sort. Ce n'est pas la période idéale pour lutter contre le paillot. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, l'analogie que vous trouvez, je vous concède cela, mais il faut dire que aujourd'hui, si c'est que le gouvernement va se faire prendre au piège devant les tribunaux, ça serait très facile pour moi. Et là, il suffira juste de convoquer une session extraordinaire pour modifier une simple loi. Je pense qu'on aurait dû procéder par cela, parce qu'avec un paquet de 60 à 62 députés, c'est très facile de le faire. Et en l'état actuel, rien ne nous dit que d'ici la semaine prochaine, avant même que ce délai donné, d'ici la semaine prochaine, il faut quand même reconnaître que l'on peut également procéder à une relecture de cette loi et l'amender. Oui, il faut relire la loi et non prendre un décret pour abroger, en tout cas. Non, mais on ne dit pas des choses contradictoires. Je dis, si c'est une faute, comme l'ont fait remarquer mes collègues, c'est pour vous dire que l'État a encore la possibilité, avant même que le délai ne soit donc épuisé, de revenir à la normalité et d'éviter une bataille judiciaire avec les travailleurs. Maintenant, on reprend 3-0 parce que... Quand on parle de mise en concession, de mise en affermage, je pense que il y a également la loi sur les collaborateurs externes. Si l'État fait le constat que au 30 août prochain, il y a des médecins qui ont déserté, que le nombre c'est 100, on pourra appliquer cette loi et demander à des collaborateurs externes de venir exercer. Ça serait des contrats de prestation de services qu'on va signer. Je pense. Ça médecin qui aurait choisi le privé, on va maintenant signer des contrats avec eux pour les ramener dans le privé. On va faire appeler les gens de l'extérieur. Qui vont laisser leur carrière publique là-bas pour venir dans le privé. Mais pourquoi ne pas arranger la situation salariale des gens ici simplement? L'État préfère payer 5 millions, 6 millions, 8 millions à un médecin venant de l'extérieur que d'améliorer les conditions de vie de travail des médecins béninois. Merci. Que vous faites de l'ironie. Alphonse Moïse Soudé, merci Joël Tchogwe, merci Nelly Dodino, merci Virgile Arwancé, parce que c'est déjà la fin de ce débat, de ce plateau, le dernier de la semaine pour Boulevard des Opinions pour Intégral. Ghislain Agwangba a assuré la mise en onde, mesdames, messieurs, pour tout le temps que vous avez passé à nous dédier votre attention, votre fidélité. Je vous dis merci. Intégral vous retrouvera lundi prochain, plus avec Saturnin Yossou, avec je garde le suspense. Bonsoir chez vous.